Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans la dernière édition du journal de RTI 1 à la une de l'actualité. La promesse a été tenue, celle de la rétrocession du 43e BIMA à l'armée ivoirienne. Ce jeudi matin a lieu place du drapeau français, c'est celui de la Côte d'Ivoire qui flotte au sein de l'ex-base française à Port-Boué. Le camp a aussi été rebaptisé du nom du général Ouattara Touma-Dakin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Cette passation, selon le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, n'est pas synonyme de rupture entre les deux États. Lancement de l'opération de contrôle métrologique contre la vie chère par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Mieux contrôler les fluctuations des prix des produits de grande consommation, tel en est l'objectif. Ce dispositif devrait permettre aux équipes d'être davantage efficaces sur le terrain et de veiller au respect des prix comme convenu. Dans cette édition, l'on vous conduira également à Aboisseau, capitale de la région du Sud-Comoué, où les routes dégradées seront bientôt un vieux souvenir. Plusieurs tronçons importants de la ville sont désormais revêtus de bitume. Nous parcourons ensemble les infrastructures routières en phase de rénovation. Les ouvrages sont réalisés à plus de 80% au grand plaisir des populations qui n'attendent plus que la fin des travaux pour mieux circuler. Voilà pour l'avant-propos. Merci de choisir RTI 1, la chaîne qui rassemble, pour vous informer. Chose promise, chose due, après 2 ans de processus, la cérémonie de rétrocession du 43e BIMA, l'ex-base militaire française d'Abidjan, à l'armée ivoirienne, a eu lieu ce jeudi 20 février, rebaptisé camp général de corps d'armée Ouattara Touma-Dakin. Ce camp de 230 hectares va permettre à la Côte d'Ivoire de former davantage de troupes sur place. Cette passation n'est pas synonyme de rupture entre les deux États, selon le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. L'ambiance s'est voulue décontractée et conviviale à l'ancienne base militaire française de Port-Boué. Sur le portique du camp, le fronton affiche désormais le nom du général Ouattara Touma-Dakin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Ce jeudi à Abidjan, cette base militaire abritant le 43e BIMA depuis 1978 est officiellement rétrocédée à la Côte d'Ivoire. La sécurité du camp est désormais dévolue à l'armée ivoirienne. La première sentinelle ivoirienne est mise en poste en remplacement de celle française. Les 2 drapeaux flottant à l'unisson font place à celui seul de la Côte d'Ivoire. Non loin, une plaque à l'effigie du général Ouattara Touma-Dakin est dévoilée. Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, salue la qualité de la coopération entre les 2 pays. Cette relation, elle est non seulement faite d'amitié, mais elle est faite d'un très grand professionnalisme et d'un très grand sérieux. Et là où il y a de l'amitié et du sérieux, immanquablement, monsieur le ministre d'État, mon cher Téné, les choses se passent bien. Le monde change, il évolue vite. Il était évident que notre relation de défense devait, elle aussi, évoluer et reposer davantage sur l'avenir, des perspectives d'avenir, face aux réalités des menaces, aux réalités de ce monde devenu complexe, encore plus complexe qu'avant sur le terrain sécuritaire. Nous ne sommes pas là pour regarder dans le rétroviseur, au contraire, nous sommes là pour aller de l'avant. Cette rétrocession annoncée par le président Alassane Ouattara le 31 décembre est le résultat d'un processus initié depuis 2 ans. Téné Birahima Ouattara indique une nouvelle étape dans cette relation d'amitié et de coopération stratégique. L'acte de ce jour est une invitation à poursuivre cette coopération stratégique à travers le renforcement de nos échanges, le partage de nos expériences et l'élaboration d'accords techniques adaptés aux réalités contemporaines. En recevant les installations de ce camp rebaptisé Général Touma-Dakin, les forces armées de Côte d'Ivoire s'engagent à en faire un centre d'excellence, symbole de discipline, de formation et de modernisation. Je voudrais donc demander au chef d'état-major général des armées d'en faire bon usage et inviter nos hommes à être les dignes gardiens de ce patrimoine. Vous devez faire en sorte que ce camp continue de bénéficier de son prestige. Dernier acte, la signature par les 2 ministres du document actant la rétrocession sous le regard du vice-président de la République.
C'est un événement qui se tient à seulement quelques kilomètres du camp général de corps d'armée Ouattara Thomas d'Aquin. Le lancement officiel du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan-Sahara a été fait ce mardi 18 février par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La 7e édition du Sahara est placée sous le signe de la transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique. La cérémonie s'est tenue à la patinoire de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Pour cette édition, le pays invité d'honneur est la Chine. Reportage signé Marie-Chantal Akadan, Ulrich Adongan. La 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales a été officiellement lancée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le commissaire général du Sahara a mis en avant l'importance croissante du salon qui s'impose désormais comme un véritable moteur de développement. Je réaffirme notre engagement résolu à faire de cette 7e édition un événement mémorable et couronné de succès. Ensemble, nous ferons de cette 7e édition une étape déterminante pour l'agriculture ivoirienne et africaine. Le ministre d'État de l'Agriculture et du Développement rural a souligné la nécessité d'adopter de nouveaux modèles de transformation afin de maximiser la valeur ajoutée des productions locales. Le Sahara 2025 permettra de consolider les partenariats publics-privés engagés dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole en renforçant la confiance des investisseurs et de toutes les parties prenantes au développement du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé a insisté sur l'importance du salon comme catalyseur de coopération internationale et de développement économique. La Chine occupe les premiers rangs de la production agricole, produisant essentiellement du riz, du blé, des pommes de terre, des oléagineux, du porc et du poisson. Nous sommes convaincus que cette collaboration permettra de relever les défis de notre agriculture et de renforcer notre sécurité alimentaire. Le président m'a demandé de mettre en place avec le ministre de l'Agriculture une équipe qui nous permet de rechercher pour chaque produit agricole les dérivés en cascade que nous ignorons. Et cela va contribuer à multiplier les effets positifs de notre agriculture. Prévu du 23 mai au 1er juin prochain au Parc des Expositions d'Abidjan, avec la Chine comme pays invité d'honneur, le Sahara 2025 veut renforcer les échanges et promouvoir une agriculture plus durable et compétitive. C'est un défi pour mieux contrôler les fluctuations des prix des produits de grande consommation, mais aussi leur qualité et leur pérennité. La démarche métrologique, c'est l'option choisie par la Côte d'Ivoire. Ce dispositif va permettre aux équipes du nouvel opérateur Côte d'Ivoire Métrologie de procéder de façon efficiente au contrôle de la qualité et du respect des prix de produits. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a, à la faveur du lancement de l'opération pour 2025, exhorté les acteurs du secteur du commerce à se conformer aux normes en vigueur. Franck Quadio et Ulrich Adongan. Youssouf Soumarou, directeur général de Côte d'Ivoire Métrologie, reçoit la convention de délégation du service public des mains du Premier ministre Robert Begré-Mambé via l'autorité de tutelle, le ministre du Commerce. Cet opérateur sera chargé de procéder cette année au contrôle qualité des instruments de mesure des produits de grande consommation et denrées alimentaires. Le gouvernement se détermine ainsi dans la lutte contre la cherté de la vie. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a inscrit au plan des actions prioritaires du gouvernement l'usage de la balance sur toute la chaîne de distribution des produits vivriers et des produits non préemballés. Comment s'assurer que le consommateur reçoit pour ce qu'il paye? Comment faire en sorte que le poids, le vrai poids, la masse ou simplement la quantité ne soit pas un problème dans le commerce. La problématique posée par le chef de gouvernement trouve une réponse dans l'action engagée. La métrologie, celle légale, permet d'harmoniser les instruments de mesure et leur bon usage. L'opération de vérification des instruments de mesure concerne les volucompteurs, les compteurs orokilométriques, les masses
les compteurs d'eau potable froide, les compteurs d'électricité. Le contrôle métrologique des produits préemballés concerne le riz, le sucre et l'huile de table. L'État a décidé de prendre en charge les frais liés aux différentes opérations de vérification, de sorte que cela ne peut entraîner des surcoûts sur les produits contrôlés. Après la vérification des instruments de mesure, les agents du ministère du Commerce passeront à l'étape suivante, la surveillance métrologique ou l'application de la réglementation en vigueur. Occasion donc pour le chef du gouvernement de lancer l'appel. J'exhorte donc tous les détenteurs d'instruments de mesure servant aux transactions commerciales à souscrire pleinement à cette opération qui va fortement contribuer à maintenir des prix acceptables pour les populations sur toute l'étendue du territoire national. La reprise donc des activités de Côte d'Ivoire Métrologie pour lutter contre la vie chère. Plusieurs ministères opérationnels dans ce cadre ont participé à cette cérémonie solennelle. Et cette cérémonie de remise de clés à 1405 souscripteurs ce jeudi à Grand-Bassam, c'est dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, cérémonie présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Cet événement constitue une étape clé de la deuxième phase du programme qui vise à faciliter l'accès au logement pour les ménages à faible revenu. Le reportage complet de Marie-Chantal Akandan dans nos prochaines éditions. La rentrée budgétaire donne les orientations aux acteurs de la dépense publique. C'est une activité qui marque le début d'exécution du budget d'une institution, par exemple. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, invite ses collaborateurs à une exécution efficace du budget de son département ministériel, estimé à près de 60 milliards de francs CFA pour l'année 2025. La cérémonie y afférente s'est tenue hier, 19 février, à Abidjan. Julien Gogo y était, suivant son reportage commenté par Léon Pro. Rôle et responsabilités des différents acteurs budgétaires dans la mise en œuvre du budget programme. Par cette thématique, le ministre du Commerce et de l'Industrie engage ses collaborateurs à l'exécution efficace du budget alloué à son département au titre de l'année 2025. Environ 60 milliards de francs CFA. En termes de bilan 2024, on peut noter les performances remarquables de notre ministère, qui nous projette autour de 98,7%. En termes de projection pour 2025, il s'agira, selon les instructions fermes de M. le ministre, de poursuivre de façon diligente et efficiente tous les chantiers ouverts pour permettre au secteur privé de jouer son rôle moteur dans le développement économique et social de notre pays. Au menu de cette rentrée budgétaire, présentation du budget et des objectifs à fixer par le ministère aux structures sous tutelle, les procédures d'exécution des dépenses et les nouvelles méthodes de passation des marchés publics aussi expliquées. Les acteurs budgétaires sont également sensibilisés à la production des actes de gestion. J'attache du prix à la bonne gestion des ressources mises à notre disposition. Je vous invite à mettre en œuvre de façon transparente et rigoureuse le dialogue de gestion entre l'ensemble des acteurs du budget programme au bénéfice du secteur privé et de nos populations. Participent à cette rentrée budgétaire plus de 215 inspecteurs, directeurs généraux, directeurs centraux et régionaux du ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans le souci d'améliorer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, la Caisse de consignation des dépôts de Côte d'Ivoire, CDCC Capital, structure étatique et une fintech de la place, ont signé une convention de 800 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi à Marcory. Les précisions de Jean-Jacques Kwame et Dramé Lamine. En finalisant cette convention, la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire, CDCCI Capital, met à la disposition d'une fintech de la place 800 millions de francs CFA. Objectif, renforcer l'accès aux services financiers numériques en Côte d'Ivoire. Et pour la fintech bénéficiaire, ce financement va apporter une plus-value, et cela à 3 niveaux. Augmenter notre impact sur l'inclusion financière,
donner plus d'accès aux populations qui aujourd'hui ont un accès restreint aux services financiers, augmenter nos capacités de distribution de monnaie électronique pour encore augmenter notre accessibilité et troisièmement, augmenter notre base d'utilisateurs, donc encore dans cette optique-là de donner plus d'accessibilité. Cet accord de financement est également une opportunité pour la CDC Capital de soutenir un secteur en pleine expansion. C'est une contribution de notre part aux efforts de la puissance publique en matière d'inclusion financière avec pour objectif de lutter contre la pauvreté et de promouvoir, la prospérité partagée. Filiale à 100% de la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire, CDC-CI Capital, est financée par la Banque mondiale à travers le programme de crédit pour la compétitivité et l'emploi transfrontalier. Son enveloppe, 38 milliards de francs CFA. Ce jeudi 20 février, le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, a reçu à son cabinet 11 députés de l'Assemblée nationale. Ils sont venus lui formuler une doléance. Les locataires de l'hémicycle souhaitent la révision des textes liés aux décorations dans l'Ordre national, ce qui leur permettrait de bénéficier eux aussi de ce titre honorifique. C'est ce que nous rapportent Carmel Dia et Barnabé Conan. Ils sont au nombre de 11, les députés de la commission spéciale de l'Assemblée nationale qui se sont rendus chez le grand chancelier de l'Ordre national. Devant Ali Koulibaly, ils ont formulé leurs doléances. Ces derniers souhaitent bénéficier à leur tour de distinction en récompense de leurs actions sociales. La chancellerie, nous le savons, reconnaît le mérite des citoyens. Les députés, malgré leur statut, restent des citoyens ordinaires. La députée se demandait pourquoi eux, à leur tour, ne sont pas décorés. Je pense que les textes ne sont pas aussi catégoriques. Parce que c'est une opportunité pour nous, quitte à nous, de motiver les raisons pour que quand même, comme l'a dit monsieur le grand chancelier, les critères soient objectifs, soient républicains, soient citoyens. Une préoccupation qui trouve oreille attentive auprès du grand chancelier. Il leur a donné l'assurance de transmettre fidèlement cette doléance au grand maître des ordres, le président Alassane Ouattara. Les députés repartent édifiés et ils comprennent que nous sommes une maison qui fonctionne sous l'autorité du président de la République, une maison qui est régie par des règles. Quand nous serons saisis, et comme le veut l'usage, le président de la République sera saisi. Après ces moments d'échange dans la convivialité, ils ont tous été conviés par le grand chancelier à un déjeuner. Dans le secteur du transport, le ministre en charge de ce portefeuille a visité ce mercredi le chantier de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Amadou Koné s'est dit satisfait de l'avancée de cette infrastructure. C'est ce que nous disent Juliette Ouya et Ami Sangaré. Le projet ligne 1 du métro d'Abidjan avance progressivement. Ce chemin de fer urbain visant à réduire les embouteillages traverse du nord au sud la capitale économique. Les voyages seront effectués à un tarif accessible à toutes les couches socio-professionnelles, 500 francs CFA. En ce qui concerne le métro, donc, la fin des travaux de génie civil est prévue également pour la fin de l'année 2027. Les premières rames seront livrées en 2027 également et 2028 donc verra le début des essais statiques et dynamiques. Pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction, le ministre des Transports, Amadou Koné, et les représentants des 7 communes desservies par le métro visitent le chantier. De la gare Lagune de Sitaraï à Anyama, tout est passé au peigne fin. Le projet donc, de BRT, donc de bus transit rapide, sur 20 km de Yopougon à Bégerville, devra transporter à terme 500 000 personnes par jour. Le projet de massification du transport lagunaire, quelques bateaux vont arriver bientôt pour avoir une capacité beaucoup plus importante. Il y a donc le projet de ligne 1 de métro. Il devra également à terme permettre de transporter 500 000 personnes par jour. Les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan ont débuté en 2018. Travaux intervenus après la libération des emprises et l'indemnisation des populations impactées.
D'autres chantiers tout aussi titanesques ont été visités par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ce sont ceux de la réhabilitation de l'hôtel Sebroco et de la Tour C. Bruno Nabagné-Koné s'est également rendu sur le chantier le plus attractif de la cité administrative du plateau, la gigantesque Tour F en construction. Il est allé s'imprégner de l'avancement des 10 travaux, accompagné de notre reporter, Lanciné Bakayoko. À l'hôtel Sebroco, Bruno Nabagné-Koné a pu voir quelques techniciens en plein travaux de finition. Ces travaux portent sur la réfection des murs, des plafonds des sols, ainsi que sur le remplacement des ascenseurs par des matériels qui consomment moins d'énergie. Du côté de la tour C, tout est quasiment prêt pour poser les châssis vitrés et les détecteurs d'incendie. Au niveau de la tour F, avec ses atouts majestueux, l'édifice brille de mille feux. Sur chacun des chantiers, nous avons des dates de fin qui sont aujourd'hui annoncées clairement. Nous allons veiller à ce que ces dates-là soient effectivement tenues. Nous avons vu que sur chacun des chantiers, les travaux avancent correctement. Le personnel est motivé. Les chantiers techniquement sont bien conduits. Donc voilà. Nous pouvons dire que nous repartons satisfaits. Le ministre Bruno Nabagné-Koné s'est prononcé sur l'actualité liée au litige foncier, notamment à Bessikwa. Nous avons hérité d'un passé qui n'est pas glorieux. L'idée, c'est de faire en sorte que ce qui est arrivé avant n'arrive plus. Nous n'avons jamais autant produit d'actes que maintenant. Et nous n'avons jamais autant sécurisé qu'aujourd'hui. Le SIGFU est là. Allez visiter le SIGFU, le système intégré de gestion du foncier urbain, qui sécurise aujourd'hui toute la chaîne du foncier jusqu'à la signature du ministre. C'est bien pour arrêter les magouilles. Dans le cas de cette affaire de Bessikwa, Bruno Nabagné-Koné a diligenté une enquête interne afin de voir s'il y a eu des anomalies dans le traitement des actes et de situer au besoin les responsabilités. On prend à présent la direction du Sud Comoé. Là-bas, en ce moment même, sont exécutés les travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Aboissau, capitale de la région. On peut désormais contempler le bitume neuf à perte de vue sur les voies secondaires de la ville. Les travaux sont réalisés à plus de 80%. Les populations expriment leur joie, mais espèrent dans un bref délai la fin des travaux pour faciliter leur mobilité. Eugène Atoubé. Aboissau, chef-lieu de la région du Sud Comoé. Jusqu'en cette année 2025 commençant, seule la nationale A100 traversant la cité du Sanvi et menant à la ville frontalière de Noé pouvait se targuer d'avoir son bitume encore en bon état de tout l'ensemble des voies de circulation dans la capitale régionale. Sur les artères dans différents quartiers, le bitume avait totalement ou partiellement disparu pour laisser des routes dégradées caouteuses. Il y avait des trous partout. Vraiment, surtout quand il pleut. Quand je viens, je suis obligé de garer au goudron pour pouvoir venir. Bon, aujourd'hui, je suis rentré ici, vraiment, c'est bien. Le bitumage des rues d'Aboissau a longtemps constitué le principal cri de cœur des populations qui n'ont eu de cesse d'interpeller la mairie et le conseil régional au regard de leur rôle régalien dans la question de développement et de progrès au sein des collectivités décentralisées. Déjà en 2002, la Géroute et l'entreprise contractante avaient identifié les voies bitumées portant sur un linéaire de 5 km 100. 3 années plus tard, les travaux sont exécutés et une bonne partie achevée. On avait du mal à arriver dans ce quartier-là, qui est Soukoura Terminus. Grands, vieux, travailleurs, les taximètres, tous ceux qui pratiquent la route sont vraiment soulagés. Mais le petit côté qui nous gêne, c'est les chauffeurs indisciplinés. Leur manière de rouler ne nous plaît pas. À ce jour, les 5 km de bitume dont bénéficie la voirie d'Aboissau sont réalisés à 81,30% selon le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier du Sud Comoé. Le gros du travail restant est consacré à la voie, le contournement long de 1100 mètres qui part de la brigade de gendarmerie à la nationale 100 jusqu'au bureau de l'ANADER au quartier SEM. Les riverains s'impatientent et regardent les ouvriers à la tâche. Voyant qu'on a respiré la poussière jusqu'à l'heure où c'est presque fini, c'est la joie totale. Bientôt, on aura du bitume ici. Avant, c'était vraiment un calvaire. Alors que dans certains quartiers, les riverains jubilent du bitume dans les rues, ailleurs, notamment dans certains secteurs du quartier commerce aux alentours du marché, c'est la grogne. Le marché d'Aboissau, présentement, la route n'est pas bonne. Ça fait que les clients ne peuvent pas passer pour venir payer les marchandises chez nous. En réalité, aux 5 km 100
octroyés et constituant la première phase du projet, s'ajoutent 5 autres kilomètres dans une seconde phase, à la suite d'un long plaidoyer fait par les autorités et élus de la ville d'Aboasso. Monsieur le préfet nous a demandé donc de lui faire parvenir la liste des voies qui restent à bitumer. Nous avons donc dressé cette liste-là, nous l'avons remis. On a besoin quand même d'avoir un comportement citoyen pour pouvoir justement rouler sur ces voies-là, pour pouvoir entretenir aussi ces voies-là, parce que ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tout le monde. Avec le bitumage des routes d'Aboasso, la ville connaît une transformation progressive. Une première attente de population comblée reste la seconde. La réhabilitation de l'axe Aboasso-Ayamé, long de 18 km, dégradé à l'extrême et dont le financement des travaux est assuré par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Souvenez-vous de Marie-Laure Ncho, cette femme victime d'agression à l'arme blanche la semaine dernière dans la commune d'Abobo. Kandia Camara, maire de la commune, s'est rendue à son chevet. Selon la première magistrate d'Abobo, cette visite est un devoir de solidarité envers ses administrés. Internée au centre hospitalier régional Félix Houphouët-Boigny et prise en charge par les autorités, Dame Marie-Laure Ncho se remet peu à peu de ses blessures. Julien Gogo. Internée au CHR d'Abobo depuis le 17 février dernier, suite à une tentative de meurtre, Marie-Laure Ncho, enceinte de 5 mois, reçoit la visite de Kandia Camara. La mère d'Abobo, venue apporter son réconfort à la victime, se réjouit de l'amélioration de son état de santé. Nous nous battons chaque jour pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Nos forces de défense et de sécurité sont à la tâche. Pour que ce genre de situation n'arrive, nous voulons remercier tout le corps médical du CHR d'Abobo pour leur réactivité, que nos populations vivent dans la paix, dans la sécurité et que les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Le pronostic vital de Marie-Laure Ncho, âgée de 29 ans, n'est plus engagé selon le corps médical. Kandia Camara rassure que les dispositions sont prises en synergie avec les forces de l'ordre afin d'éviter un pareil drame. Le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne a échangé cet après-midi avec l'ensemble du personnel de la RTI. Lors de son adresse, Jean-Martial Adou a souligné que beaucoup d'efforts ont été faits sur les engagements pris par ses prédécesseurs, notamment le paiement des stocks de congés, la révalorisation du minima catégoriel et le repositionnement des sursalaires. Jean-Martial Adou a engagé chaque directeur et collaborateur à s'impliquer définitivement pour la performance. Le compte-rendu de cette rencontre dans nos prochaines éditions. En politique, la coordination du RHDP de l'Indénié Djuablin était ce week-end à Bétier pour un meeting de remobilisation des militants en vue de l'élection présidentielle à venir. Cette délégation conduite par le ministre Siandou Fofana, coordonnateur principal du RHDP de la région, a demandé une fois encore au président de la République Alassane Ouattara d'être le candidat du parti pour continuer le développement qu'il impulse au pays. Le compte-rendu de cet événement est fait par Herman Niamia. Bétier, dernière étape d'une tournée de remobilisation des militants qui aura conduit la coordination régionale du RHDP de l'Indénié Djuablin à Abengourou et à Nbilenkourou. Ici encore, les militants se sont mobilisés pour traduire leur attachement à leur parti, se prononçant sur les événements malheureux entre forces de l'ordre et population qui ont conduit à l'incendie de la brigade de gendarmerie. Le maire de la commune, Jean-Baptiste Amalaman, par ailleurs président du comité d'organisation, a demandé pardon au chef de l'État tout en insistant que cet incident malheureux ne saurait entacher l'affection que les populations ont pour le président Alassane Ouattara. Les jeunes unis en bloc sont derrière moi pour demander pardon à leur papa, pardon au peuple ivoirien. La population de Bétier dit qu'elle a toujours besoin de son président. Bétier, autrefois enclavé, est désormais à la lumière grâce au président de la République Alassane Ouattara qui a multiplié les actions de développement dans cette localité, a indiqué le président du conseil régional de l'Indénié Djuablin. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara a tout donné à Bétier. Eau, lumière, route. Il
a été notre choix hier, il est notre choix aujourd'hui, il sera notre choix demain. Le coordonnateur principal du RAGP de Lendiné-Guablin a passé encore le même message depuis le début de cette tournée. Le choix du RAGP pour l'élection présidentielle d'octobre prochain reste le président Alassane Ouattara. Depuis 3 semaines que nous parcourons la région, nous sentons la ferveur monter et la liesse populaire des populations n'est que la traduction de la reconnaissance à l'endroit du président de la République. Au regard de tous ces constats, il a été demandé que l'on demande incessamment au président d'être le candidat de notre parti aux prochaines élections présidentielles. Au cours de cette cérémonie, les militants actifs du RAGP du département de Bétier ont reçu des diplômes de reconnaissance. Ces sésames en main, ils ont été mis en mission avec l'ensemble des militants de la région afin de parcourir à Moé Village pour vendre le candidat du RAGP à l'élection présidentielle à venir. Hors de nos frontières, au Niger, la commission mise en place par les militaires au pouvoir recommande une période de transition minimale de 5 ans pour rétablir un régime démocratique. Le président de cette commission annonce la dissolution des partis politiques et la mise en place d'une nouvelle charte qui permettrait l'existence de seulement 2 à 5 formations politiques. Et c'est la fin de ce journal préparé par les équipes techniques de production et de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur RTI1.